Et donc GPTV, vous avez pu voir, hop là. Et donc Nicolas, après cette toute petite introduction, nous faire un petit rappel de ce qui s'est passé. Donc, comme je l'ai dit, en 6 jours, il s'est passé de nombreuses choses sur le plan militaire, en Russie directement, et ensuite dans certaines zones précises, parce qu'on parle de la région de Koursk, mais on parle aussi d'une centrale nucléaire qui a été en flammes. Il y a plein d'informations inquiétantes, et donc il faut traiter tout ça calmement pour anticiper les scénarios à venir. Donc, quelle est ton analyse globale? L'analyse globale, c'est qu'en effet, bon, bien, on ne parlait plus, et on l'avait dit, hein, Raphaël, tu l'avais dit en particulier, dès que les jeux seront terminés, on va passer sur une nouvelle séquence. On est comme sur des feuilletons, c'est un petit peu comme les séries Netflix, l'information aujourd'hui. Il faut faire très attention à ça d'ailleurs, parce qu'ils nous baladent systématiquement, une information chasse l'autre, on va jamais au fond du sujet. Dès que ils sont un peu ennuyés par la tournure que prennent les événements ou l'information, ils basculent sur un autre sujet. Il y a une technique, hein, je dirais, c'est l'acte 2 de ces chaînes d'infos en continu. Ça a débuté, on a découvert CNN, on a découvert avec la première guerre du Golfe finalement, cette façon de gérer l'information. Ils se sont depuis très fortement professionnalisés. L'ensemble des médias maintenant fonctionnent comme fonctionne justement cette information en continu. Donc ça nécessite à la fois de rabâcher, répéter sur un temps court, en polarisant sur un élément, et puis on passe à un autre. Alors après, on peut aussi imaginer que l'essentiel n'est jamais dans les premiers titres. On peut l'imaginer, mais même au-delà de ça, en tout cas, il y a une façon de recomposer le réel qui est leur marque de fabrique. Donc, très vite, hein, comme tous les pervers narcissiques, on le sait bien, eh bien, un jour, on va te dire ma petite chérie ou mon petit chéri, et puis le lendemain, on va dire t'es vraiment le dernier des nuls. Ils ont cette façon de fonctionner en douche écossaise permanente. Ils soufflent le chaud, ils soufflent le froid. C'est comme ça qu'on rend les gens fous. Et donc là, après cette bulle d'extase dont tu viens de nous parler, évidemment, on va remettre une pression maximale. L'horreur à Gaza, avec encore un bombardement d'une école, avec des enfants, 90 morts. Et puis ce qui se passe en Russie, et qui ne manque pas de nous surprendre, puisque rappelons-nous avant les JO, on était avec Macron sur un narratif où off, il disait on va être obligé peut-être d'envoyer les légionnaires à Odessa. Donc on avait cette impression d'un risque imminent de déferlement russe, de front qui allait céder. Et puis sont arrivés à ce moment-là des éléments peut-être pas totalement maîtrisés par Macron, c'est-à-dire l'immense claque des élections européennes, la grenade dégoupillée, les législatives, l'impossibilité finalement de tout centrer sur ce qui se passait à l'est de l'Europe. Et puis heureusement sont arrivés les Jeux Olympiques pour sauver la Macronie de la noyade, et Macron en particulier. Donc, et là on revient, quelle surprise, on est à nouveau dans ce tiers inclus permanent. Cet ogre russe allait déferler, et on nous disait, mais c'était il y a 2 mois. Ne croyez pas qu'ils s'arrêteront à Odessa ou même à Lviv. Ils vont traverser les frontières, ils vont s'attaquer au pays, ils vont s'attaquer à la Lituanie, à l'Estonie, à la Lettonie, donc les pays baltes, ils vont s'attaquer à la Pologne. Tous les pays sont en danger. Vite, 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 rentrons dans l'OTAN. C'est un peu le discours qui était même tenu par ceux qui ont intégré l'OTAN depuis peu. Et puis alors maintenant, donc moi ça me fait toujours rire parce que c'est vraiment la notion du tiers inclus. Le tiers, normalement un raisonnement, je suis désolé, c'est toujours un raisonnement de tiers exclu. Si A n'est pas égal à B. Et le en même temps macronien, c'est le tiers inclus, c'est A et B. C'est-à-dire qu'à la fois les Russes sont de monstrueux, c'est un danger absolu pour l'humanité, en tout cas pour l'Europe, et en même temps, c'est des nuls, ils sont encore à l'âge de pierre, ou pratiquement, et et tous ceux qui les soutiennent, aimeraient revenir aussi dans des formes d'archaïsme, d'obscurantisme, hein, c'est un peu l'image de pays de l'obscurantisme et de la tyrannie asiatique aussi, à travers la Russie. Donc ils nous disent tout et leur contraire. Et là on arrive en effet à un moment donné où, bon, mais qu'est-ce qui se passe, la terrible armada, la première armée. Alors, ceci dit, certains dans notre camp jouent malheureusement peut-être un peu trop dans ce sens-là et se font avoir. Parce que moi, je me souviens que lorsqu'il y avait eu cette tension sur l'ensemble du front,
nos meilleurs esprits disaient capitulation dans les 15 jours. On en est loin. Évidence, on en est loin. Donc faisons quand même extrêmement attention à ce que nous disons, parce que la réalité passe son temps à nous contredire. Il faut dire, à mon avis, il faut arrêter d'écouter ce double discours sur la Russie. La Russie n'est pas la première puissance mondiale, elle n'est pas la première puissance militaire mondiale, mais elle n'est pas non plus un pays totalement arriéré, bien au contraire. La réalité, elle se situe, comme toujours, non pas entre les deux, mais elle se situe ailleurs que dans ces excès de langage totalement, qui fait que tout ce qui est excessif est ridicule. Évidemment, on est servi en la matière. Donc, il y a en effet une intrusion plus importante. Encore une fois, de toute façon, ils y vont toujours de la même façon. Dire, ils testent petit à petit, ils avancent petit à petit. Ils se contentaient à des bombardements sur Belgorod. Et puis après, il y a eu cette question de savoir est-ce qu'on peut utiliser les armes des Occidentaux pour aller frapper dans la profondeur. Et on leur a expliqué que non, parce que là, il y avait une limite qui était atteinte. Et puis, il y a eu aussi une tension forte sur la Crimée. Et maintenant, cela. Alors, bien sûr, il ne faut pas croire une seconde l'OTAN, les Américains. C'est exactement pareil avec Israël. Quand les Américains disent nous ne sommes au courant de rien, on ne savait pas. C'est une plaisanterie. Bien sûr que oui. Bien sûr qu'en fait, l'offensive actuelle n'est pas ukrainienne, elle est ukraino-otanienne. Otano-ukrainienne. Bien sûr que sans intervenir directement sur le territoire russe, parce que là, il se ferait arrêter des hommes, ça serait extrêmement problématique pour l'OTAN. Par contre, qu'ils aient préparé de A à Z et qu'ils aient utilisé évidemment leurs satellites pour préparer cette attaque, c'est évident. C'est une concertation totale, c'est une intégration déjà du proxy vis-à-vis de l'OTAN. Donc c'est l'OTAN, bien sûr, qui a agi ainsi. Donc c'est en maintenant évidemment le mensonge. Donc ça a été pareil avec l'assassinat politique du chef du Hamas, quand les Américains ont dit ah non, on est au courant de rien, oh là là, on nous avait pas prévenu, mais bien sûr, on nous avait pas prévenu. Donc ça déjà, ils sont toujours aussi menteurs, que ce soit sur les JO ou que ce soit sur la guerre, ils passent leur temps à mentir. C'est l'empire du mensonge. Poutine en a tout dit là-dessus. Donc, on est dans cette situation où d'une tentative de quelque chose dont on ne comprend pas l'intérêt ni tactique ni stratégique. Ça, c'est vrai que je retrouve les analystes nos analystes en général qui disent mais pourquoi faire une chose pareille? Quel est l'intérêt tactique? Quel est l'intérêt stratégique? Il est évident que ça ne changera pas le cours de la guerre. Une question d'ailleurs posée par la France elle-même, ça a été le commentaire. Il parle dans les journaux, il parlait donc de la réponse des différents pays. Et pour la France, c'était tout simplement, ils s'interrogeaient comme les Américains. Les Américains, tout simplement, attendent et observent et ils s'interrogent sur les objectifs ukrainiens. Donc, c'est vraiment pour essayer de créer une certaine distance qui me permet aussi donc de te poser une question à laquelle tu pourras répondre juste après. C'est que cet événement est quand même plutôt surprenant, curieux. Si on suit à la fois Sylvain Ferreira, qui était déjà venu ici sur le média de Géopolitique Profonde, mais aussi sur Radio Courtoisie. Et qui reviendra bientôt nous faire profiter de son expertise. Il nous avait expliqué concrètement ce qui se passait sur le terrain, c'est-à-dire sur le front, c'est-à-dire de la supériorité militaire russe, de la stratégie donc d'usure russe qui provoquait des pertes considérables dans le camp ukrainien. Et on a aussi évidemment, vous pouvez suivre les bulletins de Xavier Moreau qu'on salue, de Stratpol, qui ont pu relayer nos travaux, donc pour avoir plus d'informations sur la Russie en elle-même, mais fin juillet, n'oublions pas, c'est ça moi qui m'interroge, surtout donc sur l'avenir des potentiels pourparlers ou non. Nous avions donc le ministre des Affaires étrangères ukrainien, qui était donc Dimitri Kuleba, qui était allé en Chine justement pour parler de paix directement, pour parler d'une certaine proposition et d'un traité de paix. Et évidemment, c'était un traité de paix sous les conditions ukrainiennes et non russes. Mais la Chine s'est donc montrée comme, encore une fois, en tant que médiateur, un terrain de médiation pour tenter de créer des négociations. Et là, on voit cet événement, c'est-à-dire une incursion directement sur le territoire russe. Et si on se base sur les propos donc des dirigeants, de Zelensky ou des hauts responsables ukrainiens, c'était véritablement pour montrer à la Russie que l'Ukraine a encore la possibilité de faire mal à la Russie et donc de pouvoir en fait imposer, c'est-à-dire ses velléités. Moi, ce qui me paraît quand même un peu surprenant. Qu'est-ce que tu en penses donc de cet aspect-là et en fait des probabilités de pouvoir parler ou non? Est-ce que c'est une influence de l'OTAN ou est-ce que c'est uniquement l'Ukraine qui a décidé d'agir? Comment tu vois ça en fait? Oui, alors certains disent qu'en effet, c'est un peu comme une prise d'otage, une rançon
ils se conduisent comme des bandits de grand chemin. Et en effet, on retrouve bien là l'esprit yankee, c'est-à-dire d'aller prendre 350 km², essayer de les tenir à tout prix pour jouer sur les négociations, sur d'éventuelles négociations futures, ou de pousser à la négociation, sachant que on sait que du côté otanien, on veut une solution à la coréenne, c'est-à-dire la pire des choses pour l'Europe, puisque c'est-à-dire il n'y aura même pas, il n'y a pas eu de déclaration de guerre, donc il n'y aura pas de traité de paix, mais on restera dans une situation de forte tension telle qu'elle peut exister encore aujourd'hui entre les deux Corées. Ça servira évidemment les intérêts des anglo-saxons, des Américains, puisqu'elle maintiendra cette coupure artificielle entre l'Europe et la Russie. C'est évidemment ce qui est visé. Donc, est-ce que c'est un moyen, en effet, de faire pression pour négocier ? C'est évidemment une des options. Il y en a une autre, c'est la pure communication, parce que depuis le début, ils nous ont habitués à communiquer, à n'être que dans la communication, et à négliger totalement l'aspect, je dirais, tactique ou stratégique d'une guerre, où là, on ne voit pas quel peut être vraiment l'intérêt. Alors, il y a la région de Koursk, donc c'est à la fois... Alors, vous avez vu d'ailleurs, ils ne toucheront pas, c'est encore une fois une drôlerie, ils pourraient, mais de toute façon, ils auraient pu déjà le faire depuis longtemps, les Ukrainiens, couper le cordon du gaz russe tel qu'il se déverse encore en partie sur une partie de l'Europe. Mais ce n'est pas fait. Ce n'est pas parce que, tout simplement, les Ukrainiens en profitent, continuent à profiter financièrement. Il y a encore, sur le plan purement d'oligarques et financier, il y a encore des accords qui nous échappent totalement. Et donc, ils sont à côté d'une centrale nucléaire. Donc là, évidemment, il y a un danger. Alors, on parle pas de Zaporijjie, là, hein, on est vraiment sur une centrale. Et puis, il y a l'aspect symbolique, parce que Koursk, évidemment, c'est pour... D'ailleurs, c'est un bien mauvais souvenir pour Poutine, cette histoire de sous-marin du Koursk. Et donc, symboliquement, pour les Russes, c'est à la fois on fait pression sur Poutine et en fait on lui complique la tâche, parce qu'évidemment les plus extrêmes, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, les extrémistes, les nationalistes en Russie réclament des têtes, et ça c'est pas nouveau. Rappelons-nous, parce que qui est à la manœuvre ? Alors on nous dit oui, Shoigu a été déplacé. On l'a vu quand même en Iran, il est toujours aussi influent. C'est toujours Gerasimov, le chef d'état-major. On rappelle cette folle chevauchée du malheureux Prigojine. Je dis malheureux parce que normalement il est mort. En tout cas, c'est ce qui nous est dit. Cette chevauchée fantastique pour aller pour qu'il voulait que des personnes lui rendent des comptes. Et en particulier Gerasimov, évidemment. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.